Bonjour à tous, vous êtes sur Bismart for Change. Nous vous accueillons aujourd'hui en direct du sommet des entreprises en croissance pour cette 12e édition qui a lieu à l'hôtel Intercontinental Opéra. Une journée de débat, une journée d'échange, une journée de rencontre avec des entreprises qui, même en 2025, continuent de croître et c'est bien ce que l'on célèbre aujourd'hui, la croissance, toutes les thématiques liées à cette croissance, recruter, se financer, se développer, c'est tous les sujets qu'on va aborder aujourd'hui. On a la chance d'avoir avec nous pour cette première interview Laurence Rivière à ma droite qui est associée au Syndicosa. Bonjour Laurence. Bonjour et merci de me recevoir. Merci infiniment. À ma gauche, Antoine Fichet, CEO de Dantec. Bonjour. Bonjour Antoine, tu es un habitué de l'événement. Alors là, ça fait la deuxième fois, voilà, mais bon, c'est super, exactement. Alors à ma droite, j'ai une associée dans un cabinet de conseil en propriété intellectuelle. À ma gauche, j'ai l'entrepreneur et ils interviennent aujourd'hui sur le thème réindustrialisation et Made in France. Donc je pense qu'on a un très beau panel pour y arriver. On commence peut-être par toi Antoine. Donc pour rappel, Dantec, vous êtes assez connu du grand public parce que vous faites tout est parti à la base d'un lave-vaisselle, je crois, éco-responsable, de petite taille, mais surtout complètement produit en France. Exactement. Notre mission, c'est de réindustrialiser la France. Donc, on a le Made in France dans notre ADN. On est parti avec le lave-vaisselle parce qu'il n'y avait plus de lave-vaisselle Made in France. Et notre idée, c'est de créer une gamme complète d'électroménager pour réindustrialiser la France à notre échelle. On sait qu'on reste petit, on est très ambitieux, mais on a un plan d'action sur les prochaines années pour apporter notre pierre à l'édifice. Petit, mais je crois que quand même en termes de volume, ça commence à vouloir dire quelque chose. Sur le produit initial, donc le fameux lave-vaisselle, aujourd'hui, mi-2025, on en aurait vendu combien chez Dantec? Alors là, on en a livré, ça c'est important, produit et livré chez les clients finaux, 100 000 unités. On a dépassé fin février 2025 les 100 000 unités. 100 000 unités. Voilà. Ouais, ça commence à être quand même... on scale, là, c'est industriel. Là. Exactement, voilà. On a une industrie, on est une quarantaine de salariés, on a une vingtaine d'ouvriers, ouvrières sur la chaîne de production. Donc on a une usine en propre, ça c'était aussi important pour nous, de montrer que c'était possible d'internaliser la production quand on se lance. Et c'est ce qui fait aussi notre force aujourd'hui, parce qu'on a ce savoir-faire industriel. Pas difficile alors de faire de l'industrie en France? Si, en fait, le challenge, c'est comme d'habitude le financement. Enfin, on parle souvent de ça, mais c'est vraiment là où le bas blesse. On parlait il y a 5 ans de la crise Covid, avec notre perte de souveraineté sur certains secteurs d'activité. Alors, il y avait un élan de souveraineté avec des projets qui s'étaient lancés en 2020-2021. Et depuis 2022, c'est un peu plus compliqué. Le marché s'est retourné. Les investisseurs ont été un peu plus en repli sur les projets industriels Made in France. Parce que c'est un vrai challenge. En fait, la rentabilité est beaucoup plus sur le long terme. Donc quand on parle de rentabilité dans le Made in France, c'est possible. Nous, on se bat pour le prouver, mais ça prend du temps. Voilà. Et on va revenir dessus dans un instant sur ce beau combat que vous menez. Laurence Rivière, je le disais, donc vous êtes associée au Syndicosa, un conseiller en propriété intellectuelle. Si on devait retenir en 3 mots quel est ce métier et en quoi vous apportez de la valeur à des entrepreneurs comme Antoine qui doivent protéger leur propriété intellectuelle, leurs innovations, leur propriété industrielle. En fait, le but de notre métier, c'est d'aller piocher parmi tout ce qui est fait par nos clients. Et d'aller regarder tous les... Alors nous on appelle ça les curseurs juridiques, mais c'est pas très sexy. Donc tous les éléments qui peuvent être protégés et qui doivent être protégés, tout ce qui fait l'identité de la marque ou du produit. Donc évidemment on pense aux brevets en premier, et c'est vrai que, pour rejoindre ce que disait Antoine, en France on a énormément de brevets, mais effectivement il y a moins de marques derrière qui suivent parce que en fait, les investisseurs français et européens ne suivent plus trop et ça part rapidement aux États-Unis ou en Asie. Donc ça c'est vrai, on a beaucoup de brevets et justement le but c'est d'essayer de garder tout ça en France. Alors les problèmes de financement, c'est pas moi qui en parle le mieux, mais en revanche sur la propriété intellectuelle, il y a des choses qui peuvent être faites pour véhiculer cette idée de marque Made in France ou de conçue en France et pour donner cette désirabilité et ce consensus client ou consommateur autour de ce français. L'attente est plutôt là, côté client. Après, évidemment, on est dans un pays, j'allais dire malheureusement, mais c'est une réalité, donc il faut en tenir compte, très price sensitive, hein, donc c'est quand même un vrai sujet. Avant de rentrer peut-être de ce côté-là, est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que vous, comme Antoine, vous voyez que c'est peut-être un peu plus calme depuis 2-3 ans, ou pas du tout, ça dépend de votre lecture, sur le dépôt de brevets? Le dépôt d'innovation, le dépôt de dessin industriel, est-ce que vous avez une idée des volumes peut-être, notamment sur l'industrie, puisqu'on en parle, une idée, quoi, une tendance? Alors, j'ai pas préparé de chiffres, mais en revanche, il y a eu effectivement un énorme pic de dépôts, et notamment de marques françaises et européennes au moment du Covid. Tendance qui baisse un petit peu sur les marques, en revanche sur les brevets, ça explose.
Et moi, je vous le dis, avec mes clients, on a beaucoup de startups aussi, on accompagne beaucoup de startups. Les gens ont beaucoup d'idées. Voilà, ça fulmine d'idées, que ce soit en santé, en tech, en ce que vous voulez, en grande consommation, en green tech. Et c'est superbe, c'est quelque chose qui nous plaît. En revanche, ça ne va pas beaucoup plus loin que 5-6 ans de la boîte parce qu'effectivement, ça part rapidement à l'étranger, malheureusement. Mais en revanche, je vous confirme qu'on a plein d'idées en France et que les gens sont très innovants. Nation d'innovateurs, nation de créateurs. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être, pour vraiment qu'on rentre dans votre métier de façon vraiment pragmatique, le risque pour nos champions français liés à l'IP et l'opportunité pour nos champions français liés à l'IP? Alors, lié à l'IP, le risque, c'est... La propriété intellectuelle, pardon. Oui, pardon. Le risque, c'est globalement autour de la marque, c'est de se faire piéger, de se faire copier par notamment les Chinois qui vont souvent profiter, parce que en fait la Chine, on en parle beaucoup, mais c'est toujours un pays très contrefacteur, et qui vont aller profiter de cette aura française notamment, et de ce qui a été créé par les marques françaises, et aller ensuite les copier et les exporter parce que du fait de ce qu'on a dit, qu'on veut du Made in France et que du coup ça a parfois du mal à s'exporter. En plus, il y a quand même un langage, si on veut exporter, vu qu'on est quand même aussi sur le durable et l'environnemental, c'est un petit peu problématique d'aller dire je vais m'exporter partout et envoyer des cargos partout. Donc il y a des choses qui n'existent pas forcément en Asie, qui ne s'exportent pas aussi facilement, et donc la marque n'est pas déposée, n'est pas protégée, et on a quelqu'un qui vient nous copier et prendre notre... Alors, j'entends ce que vous dites juridiquement, mais qu'est-ce que ça veut dire pour une boîte de 40 personnes de mettre des gros budgets de protection de l'IP par rapport à des acteurs qui sont à l'autre bout du monde et qui, excusez-moi du peu, mais moi de mon côté, j'ai presque l'impression de me dire, est-ce que c'est pas peine perdue de se protéger par rapport à tels acteurs? Non, il ne faut pas. Alors, enfin, en revanche, je vous rejoins, il ne faut pas dépenser tout dès le début, bêtement et à tort et à travers. C'est sûr qu'on ne va pas faire une marque mondiale, d'abord parce que ça n'existe pas, et ensuite parce que les budgets ne sont pas cohérents. En revanche, c'est bien d'aller protéger certains pays dont on sait sur lesquels on sait qu'il y a un risque, parce que quand on a un beau produit et qu'on a une belle marque, quelque chose de fort, c'est sûr qu'on va être copié. C'est la rançon de la gloire, certes. Et c'est parfois bien, mais ça coûte beaucoup plus cher d'aller se défendre. Donc c'est bien d'aller spotter les pays dans lesquels il y a un vrai risque, il y a un vrai enjeu. J'ai envie de dire aussi un enjeu de sécurité publique, parce que ça peut être aussi des produits qui sont de mauvaise qualité pour les consommateurs et qui entraînent des risques. On l'a vu sur certains vêtements, des jouets, évidemment, la cosmétique et les médicaments. Donc ça, c'est un premier risque. Et puis ensuite, c'est le risque de ne pas pouvoir aller s'exporter, de ne pas pouvoir aller faire connaître sa marque et ses beaux produits français, parce qu'en fait, ça existe déjà en Chine par quelqu'un d'autre. Exactement. Sans même parler du fait que le Made in France est souvent accompagné d'un engagement peut-être durable de la part de fondateurs, et de voir en réalité un dessin industriel qui va se promener en Chine pour revenir, ça casse un petit peu toute la dynamique. Ouais. Et pour rebondir sur ce que vous dites... T'es copié, toi ? Alors non, parce que nous, ce qui nous protège effectivement, alors on a été copié sur le concept, parce qu'on ne peut pas protéger une idée. Donc nous, on a été les premiers à lancer le concept d'un lave-vaisselle 2 couverts avec un réservoir d'eau intégré. On a été les premiers au monde. On a gagné un prix pour ça, le Blue Ocean Awards, parce qu'on a créé cet océan bleu, un nouveau segment de marché dans un secteur qui n'innovait pas depuis 40 ans. Donc on a été les pionniers en 2016-2018, et très rapidement en 2020, on a eu les premières unités d'Asie qui sont arrivées sur le marché européen. Mais en fait, c'était pas un Bob, c'était pas un lave-vaisselle Bob avec le design qu'on avait, les couleurs, la marque Bob, mais c'était le concept d'un mini lave-vaisselle. Et même si on avait des brevets, en fait, les brevets protègent une solution technique à un problème technique. Et un usage. Voilà, et enfin vraiment, mais précis dans l'appareil, mais on peut pas protéger le concept. Voilà, une idée. Et tant mieux, parce que sinon, ça serait affreux. On serait dans un monde qui serait trusté par les grandes entreprises. Mais heureusement qu'il y a des acteurs comme nous, on a pu lancer cette innovation d'un mini lave-vaisselle. Mais aujourd'hui, on se retrouve à beaucoup investir dans la marque. En fait, c'est notre premier asset, finalement, c'est comme ça qu'on est connu et qu'on se protège. C'est qu'il y a Bob et il y a les autres. Voilà, comme dans les smartphones ou dans d'autres secteurs, il y a Bob et il y a les autres. Et là, on lance Joe. C'est un four multi-cuisson. Et c'est pareil, ça va être le nouveau compagnon de la cuisine. Donc c'est Joe. Et donc on va mettre aussi beaucoup on va investir beaucoup dans la marque Joe pour que ça devienne le nouveau Thermomix. Voilà.
Trop bien. C'est exactement ça. Et alors, si je peux me permettre, ça fait la transition avec l'opportunité. C'est-à-dire que c'est exactement ça. Créer une marque forte, ça crée une adhésion. Et le fait d'être le premier à avoir eu l'idée et d'avoir une marque forte, ça fait que tout le monde vous reconnaît. Et du coup, tout le monde sait que c'est vous. C'est comme Apple, hein, il a créé son premier iPhone, tout le monde l'a copié. Bah, Apple, il est toujours très, très, très haut dans les ventes et il a toujours une longueur d'avance. Donc, c'est ça qu'il faut avoir. Et c'est cette marque forte, tous ces éléments. Quand on parle de marque, en fait, il y a le nom, hein, évidemment, mais il y a aussi tout ce qui entoure, tout l'environnement, tout l'univers de la marque. Ça peut être le magasin, ça peut être le design des produits qu'on reconnaît. Ouais. Et donc pour revenir sur le thème réindustrialisation made in France, là où je pense qu'on a les Américains ont une longueur d'avance sur nous, c'est le marketing. Et c'est pas un gros mot. En fait, en France, on est très ingénieur, très technique, on sort des super produits, mais on travaille pas assez avec des anthropologues, des sociologues, des designers qui sont intégrés dans les entreprises aux États-Unis et en fait qui permettent de créer des innovations d'usage, des innovations marketing qui sont adoptées par des centaines de millions de personnes à travers le monde, mais qui ne sont pas forcément des ruptures technologiques. En fait, c'est des agréments de technologie avec peut-être 2 ou 3 brevets sur des points spécifiques, mais c'est surtout en fait l'enveloppe qui a autour. Et c'est là où moi, à chaque fois que je pitch, à chaque fois que je rencontre des entrepreneurs, je leur conseille d'intégrer un sociologue, un anthropologue, un ethnologue, un designer dans leur projet d'innovation. Donc les sciences douces, c'est pas un gros mot, ça apporte beaucoup de valeur parce que c'est ce qui différencie finalement le produit de la technique. A fortiori dans l'industrie où quand tu montes une chaîne de prod, il y a des investissements, il y a une certaine inertie obligatoire pour que tout soit prêt et que c'est pas au bout de 2-3 ans de travail que tu dois te retrouver à produire quelque chose qui n'est pas vendu, quoi. Exactement. Enfin, dans le service, à la limite, bon, ok, mais on peut pivoter. Ouais. dans l'industrie, si Joe, finalement, ça doit faire 2 cm de plus et avoir un bouton supplémentaire, c'est un énorme impact sur les moules industriels, que sais-je. Exactement, donc c'est très basique, mais c'est aller chez les gens, passer beaucoup de temps en focus group avec les clients, parce qu'en fait les gens ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent, mais nous on ne sait pas trop non plus ce qu'on est en train de créer, donc en fait c'est de la co-conception. Donc nous on a une communauté de 120 000 personnes aujourd'hui, on les active, on a organisé des dizaines de focus group depuis le début de notre projet d'innovation, donc tous les 6 mois on se confronte au terrain. Alors après, il y a un moment où il faut figer les choses, on ne peut pas satisfaire tout le monde, mais à un moment où on sait qu'on va plaire à 80% des gens, de notre communauté en tout cas, versus si on l'avait fait dans notre coin, 20%. Quoi. Et donc c'est là où on aurait pu se planter par rapport à un autre projet qui va être une réussite. Qu'est-ce que vous souhaitez tous les deux pour les industriels français, que ce soit les porteurs de projets, que ce soit des PME, des ETI qui en territoire représentent beaucoup d'emplois, de savoir-faire, de compétences, qui ont besoin de compétences, hein. On le disait avec BPI il y a peu de temps, BPI France qu'on salue, le coq bleu qui fait beaucoup, je pense, pour l'attractivité et le financement de la filière, qui disait que voilà, là on a besoin de 80 000 personnes aujourd'hui dans l'industrie, 80 000 postes vacants, et c'est, je crois, 600 000 postes vacants d'ici 2030. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez dans tout ce contexte aux industriels français? Enfin, moi, je leur souhaite la réussite, évidemment. Je la souhaite pour eux et pour nous, parce que je crois qu'on a tous à y gagner aussi. Mais c'est ça, c'est de trouver les financements et les moyens à la hauteur de leurs idées. Et évidemment, de protéger leur marque. Évidemment. Évidemment. Moi, ça va être la transmission des savoirs. Nous, on a des personnes qui, dans 2 ans, vont partir à la retraite. Donc, tant mieux pour elles, parce que c'est des personnes qui ont travaillé de manière très intense toute leur carrière. Voilà, nous, c'est des anciennes personnes de chez Brandt. Donc c'était le fleuron français de l'électroménager avec 3000 personnes en Vendée dans une seule usine. Ils sortaient 1 million de lave-vaisselle par an. Enfin, c'était vraiment incroyable. C'est les dernières usines françaises, quoi. Exactement. Et on a toujours ces personnes donc, chez nous. Et donc là, notre mission d'Antech, c'est de faire en sorte que ces personnes transmettent leur savoir. Parce que si ces personnes partent à la retraite sans l'avoir transmis, c'est perdu. Et il n'y a pas d'école de lave-vaisselle en France. Et c'est vraiment du savoir-faire qui est inné, qui est appris, pardon, mais qui est à transmettre. Voilà, c'est l'expérience. Merci infiniment à tous les deux. On me fait signe en régie que nous sommes arrivés au bout du temps qui nous était imparti. Heureusement, on va encore pouvoir vous écouter pendant un moment sur scène aujourd'hui. Merci infiniment pour votre présence, Laurence. Merci Antoine. Merci. À l'année prochaine. On se retrouve pour ma part dans quelques instants pour la suite des interviews. Vous regardez Be Smart for Change et nous sommes en direct de la 12e édition du Sommet des entreprises en croissance.